Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Traduit de l'anglais par Cécile Capilla, Daniel Lafarge et Sabine Roland. Lu par Fabien Briche. À ma mère. Introduction. Si vous tombez sur un trait particulier de méchanceté ou de sottise, veillez à ne pas le laisser vous contrarier ni vous affliger, mais à le considérer uniquement comme un élément qui vient s'ajouter à votre savoir, un nouveau fait à prendre en compte dans l'étude du caractère de l'espèce humaine. Votre attitude à l'égard de ce trait de caractère sera celle du minéralogiste qui rencontre un spécimen minéral très caractéristique. Arthur Schopenhauer. Tout au long de notre existence, nous avons inévitablement affaire à un certain nombre d'individus qui sèment le trouble et rendent nos vies difficiles ou malheureuses. Ces individus sont des leaders ou des patrons, des collègues ou des amis. Ils peuvent être agressifs ou passifs-agressifs, mais ils sont généralement très forts pour jouer sur nos émotions. Ils ont souvent l'air charmants et joliment sûrs d'eux, débordant d'idées, d'enthousiasme, et savent nous ensorceler. Il est trop tard lorsque nous découvrons que leur belle confiance est irrationnelle et leurs idées défectueuses. Parmi nos collègues, ils peuvent être ceux qui, nous jalousant en secret, sabotent notre travail ou notre carrière, tout excités de nous faire chuter. Ou nous découvrons, à notre grand désarroi, que ce sont des profiteurs qui ne pensent qu'à eux et auxquels nous servons uniquement de marchepied. Ce qui se passe forcément dans ce genre de situation, c'est que nous ne nous attendons pas à un tel comportement et sommes pris au dépourvu. Souvent, ces individus nous assomment avec de faux prétextes brillamment élaborés pour justifier leurs actes ou trouvent des boucs émissaires bien commodes. Ils savent comment nous embrouiller et nous entraîner dans un scénario qu'ils maîtrisent à la perfection. Certes, nous pourrions protester ou nous mettre en colère, mais au fond, nous nous sentons assez démunis. Le mal est fait. Et puis, un autre individu du même genre entre dans notre vie et l'histoire se répète. Nous constatons souvent un sentiment similaire de confusion et d'impuissance par rapport à nous-mêmes et à notre propre comportement. Par exemple, nous disons brusquement quelque chose qui choque notre patron, notre collègue ou notre ami. Nous ne savons pas très bien d'où vient cette parole blessante, mais nous nous en voulons de voir qu'une colère ou une tension intérieure s'est déchargée d'une manière que nous regrettons. Ou nous nous lançons avec enthousiasme dans un projet pour nous apercevoir après coup que c'était stupide et une terrible perte de temps. Il nous arrive aussi de tomber amoureux d'une personne qui n'est justement pas le genre de personne qu'il nous faut, et nous le savons pertinemment, mais c'est plus fort que nous. Nous nous disons à nous-mêmes « Mais bon sang, qu'est-ce qui m'a pris ?» Dans ces différents types de situations, nous nous surprenons à tomber dans des schémas de comportement autodestructeurs qui semblent nous dépasser. C'est comme si nous abritions un étranger à l'intérieur de nous, un petit démon qui opère indépendamment de notre volonté et nous pousse à faire ce qu'il ne faut pas. Et cet étranger en nous est assez mystérieux, ou du moins plus mystérieux que l'image que nous avons de nous-mêmes. Que dire de ces deux phénomènes? Des actes répugnants des autres et de notre propre comportement parfois déroutant, qu'en général, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui les motive. Certes, nous pouvons nous accrocher à des explications simples, comme « cet individu est mauvais, c'est un sociopathe » ou « quelque chose s'est produit en moi, je n'étais pas moi-même ». Mais ce genre de description toute faite ne permet pas de comprendre quoi que ce soit et n'empêche pas la répétition des mêmes schémas. En vérité, nous, les êtres humains, vivons en surface, réagissant émotionnellement à ce que les autres disent et font. Nous nous forgeons des opinions de nos semblables et de nous-mêmes assez simplistes. Nous nous contentons de l'histoire la plus facile et la plus confortable à nous raconter. Et si pourtant nous pouvions plonger pour aller voir plus profondément ce qui se trouve sous la surface? Si nous pouvions creuser tout au fond jusqu'aux racines du comportement humain? Si nous arrivions à comprendre pourquoi certaines personnes deviennent jalouses et tentent de saboter notre travail?
Pourquoi la confiance intérieure mal placée de certains individus leur donne la conviction d'être irréprochables et infaillibles? Si nous pouvions vraiment saisir pourquoi les gens se comportent soudain de façon irrationnelle et révèlent une face beaucoup plus sombre de leur personnalité, ou pourquoi ils sont toujours prêts à fournir une explication rationnelle à leur comportement, ou pourquoi nous nous en remettons constamment à des leaders qui sollicitent les aspects les plus vils de notre nature. Oui, qu'adviendrait-il si nous pouvions regarder tout au fond des êtres et juger leur caractère pour éviter de recruter les mauvaises personnes et nous protéger des relations personnelles qui nous sapent émotionnellement? Si nous comprenions véritablement les racines du comportement humain, les personnalités les plus destructrices auraient beaucoup plus de mal à continuer d'agir comme elles le font. Nous ne serions pas aussi facilement séduits et trompés. Nous serions capables d'anticiper leurs sales tours et leurs manipulations et ne serions pas dupes de leurs faux prétextes. Nous ne nous autoriserions pas à nous laisser entraîner dans tous leurs scénarios, sachant d'avance que c'est de l'intérêt que nous leur manifestons qu'elles dépendent pour nous contrôler. Finalement, nous leur confisquerions définitivement leur pouvoir grâce à notre faculté de sonder les profondeurs de leur personnalité. Et nous? Que se passerait-il si nous pouvions regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour y voir la source de nos émotions les plus perturbantes, comprendre pourquoi elles déterminent notre comportement et vont souvent à l'encontre de nos propres désirs? Que se produirait-il si nous savions pourquoi nous sommes tellement poussés à désirer ce qu'ont les autres ou à nous identifier à un groupe au point de mépriser ceux qui n'en font pas partie? Si nous pouvions découvrir pourquoi nous nous mentons sur ce que nous sommes ou repoussons les autres sans le vouloir? Être en mesure de comprendre plus clairement cet étranger en nous nous aiderait à nous rendre compte que ce n'est pas du tout un étranger, mais bel et bien une part de nous-mêmes, et que nous sommes bien plus mystérieux, complexes et fascinants que nous ne l'imaginions. Et avec cette nouvelle conscience, nous serions capables de rompre avec les schémas négatifs de notre vie, de cesser de nous trouver des excuses et de mieux contrôler ce que nous faisons et ce qui nous arrive. Acquérir une telle lucidité sur nous-mêmes et sur les autres pourrait changer le cours de nos vies de bien des façons. Mais débarrassons-nous d'abord d'une idée reçue selon laquelle notre comportement est largement conscient et volontaire. En effet, imaginer que nous ne contrôlons pas toujours nos actes est assez effrayant, mais c'est la réalité. Nous sommes à la merci de forces qui, au plus profond de nous-mêmes, déterminent notre comportement et agissent à notre insu. Nous voyons les résultats, nos pensées, nos humeurs et nos actes, mais n'avons pas vraiment accès consciemment à ce qui motive nos émotions et nous oblige à adopter tel ou tel comportement. Considérons notre colère, par exemple. En général, nous identifions un individu ou un groupe comme la cause de cette émotion. Mais si nous étions honnêtes avec nous-mêmes et creusions plus loin, nous verrions que ce qui déclenche souvent notre colère, notre mécontentement ou notre frustration a des racines plus profondes. L'émotion peut être liée à un événement que nous avons vécu dans l'enfance ou à un ensemble de circonstances particulières. À y regarder de plus près, nous pouvons identifier certains scénarios bien précis. Quand il se passe ceci ou cela, nous nous mettons en colère. Mais au moment où nous éprouvons de la colère, nous ne sommes ni réfléchis ni rationnels. Nous sommes dans l'émotion et cherchons le ou les coupables. Cela vaut pour tout un tas d'émotions. Certains types d'événements déclenchent soudain un sentiment de confiance ou au contraire d'insécurité, suscitent de l'anxiété, éveillent une attirance pour une personne donnée ou provoquent une soif d'attention. Appelons toutes ces forces, parfois contradictoires, qui nous agitent en profondeur, la nature humaine. La nature humaine trouve son origine dans le câblage spécifique de notre cerveau, la configuration de notre système nerveux et notre mode de traitement des émotions. Toutes ces caractéristiques qui ont émergé se sont développées au cours de quelques 5 millions d'années d'évolution de notre espèce. Nous pouvons attribuer nombre de spécificités de notre nature à la manière particulière dont l'homme a évolué en tant qu'animal social pour assurer sa survie, apprenant à coopérer avec ses semblables, coordonnant ses actions avec le groupe à un niveau supérieur, créant de nouvelles formes de communication et des moyens de maintenir une discipline collective. Tout ce que nos ancêtres ont vécu continue de vivre à l'intérieur de nous et de déterminer notre comportement, même dans le monde moderne et sophistiqué qui est le nôtre aujourd'hui. Prenez l'exemple de l'évolution de l'émotion humaine.
La survie de nos ancêtres les plus lointains dépendait de leur capacité à communiquer entre eux bien avant l'invention du langage. Ils ont développé des émotions nouvelles et complexes, la joie, la honte, la gratitude, la jalousie, le ressentiment, etc. Les signes de ces émotions se lisaient immédiatement sur leur visage, ce qui leur permettait de transmettre rapidement et efficacement leurs humeurs. Ils sont devenus extrêmement perméables aux émotions de leurs semblables dans le but de souder le groupe avec plus de force encore, ressentir ensemble la même joie ou le même chagrin, ou de rester unis face au danger. Encore aujourd'hui, nous demeurons extrêmement sensibles aux humeurs et aux émotions de notre entourage, ce qui nous pousse à adopter toutes sortes de comportements, imiter inconsciemment les autres, vouloir ce qu'ils ont, nous laisser contaminer par leur colère ou leur indignation. Nous pensons agir de notre plein gré sans réaliser combien notre perméabilité aux émotions des autres membres du groupe ou de la collectivité influence nos actes et nos réactions. Il existe d'autres forces de ce type issues de notre passé lointain et qui façonnent de façon similaire notre comportement quotidien. Par exemple, notre besoin constant de nous comparer aux autres et d'évaluer notre valeur personnelle à l'aune de notre statut, une caractéristique présente dans toutes les cultures de chasseurs-cueilleurs et même chez les chimpanzés. Autre exemple, notre instinct grégaire qui nous amène à établir deux clans séparés, ceux qui sont des nôtres et ceux qui n'en sont pas. Ajoutons-y notre besoin de porter des masques pour dissimuler les comportements désapprouvés par la tribu, tous nos désirs inavouables sont alors réprimés et contribuent à former notre part d'ombre, la face cachée de notre personnalité. Nos ancêtres avaient parfaitement compris cette part d'ombre et le danger qu'elle représentait, la croyant issue d'esprits et de démons qu'il fallait exorciser. Nous nous fions à un mythe différent. Quelque chose de plus fort que moi s'est emparé de moi. Une fois que ces tendances primitives à l'intérieur de nous franchissent le seuil de la conscience, nous devons y réagir. Nous le faisons selon la nature de notre personnalité et le contexte, les justifiant le plus souvent de façon superficielle, sans réellement les comprendre. En raison de la spécificité de notre évolution au cours des millénaires, il existe un nombre limité de forces propres à la nature humaine et elles entraînent les comportements mentionnés plus haut, jalousie, prétention, irrationalité, étroitesse de vue, conformisme, agressivité et comportement passif-agressif, pour n'en citer que quelques-uns. Elles sont également à l'origine de l'empathie et d'autres formes de comportement humain plus positives. Pendant des milliers d'années, nos tentatives de compréhension de nous-mêmes et de notre propre nature ont largement ressemblé à des tâtonnements dans l'obscurité. Nous avons été victimes de tant d'illusions sur l'animal humain, imaginant que nous descendions, comme par magie, d'une source divine, des anges et non des primates. Nous avons trouvé les signes de notre nature primitive et de nos racines animales profondément perturbants. C'est pourquoi nous les avons niés ou réprimés. Nous avons dissimulé nos instincts les plus méprisables sous toutes sortes de fausses excuses et de rationalisations, et c'est ainsi que certains d'entre nous se sont autorisés les comportements les plus détestables. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nous sommes capables de surmonter notre résistance à nous avouer qui nous sommes vraiment grâce à l'ensemble du savoir que nous avons accumulé sur la nature humaine. Nous pouvons exploiter l'abondante littérature psychologique amassée au cours du siècle dernier, y compris des études détaillées sur l'enfance et l'impact de nos premières années. Melanie Klein, John Bowlby, Donald Winnicott, ainsi que des travaux sur les racines du narcissisme, Heinz Scott, les aspects cachés de notre personnalité, ce que Carl Gustav Jung appelle l'ombre, les racines de notre empathie, Simon Baron Cohen, et la configuration de nos émotions, Paul Ekman. Nous pouvons désormais tirer profit des nombreuses avancées scientifiques pour mieux nous comprendre. Des études sur le cerveau, Antonio Damasio, Joseph Iledou, sur notre constitution biologique unique, Edward O. Wilson, sur les relations entre le corps et l'esprit, V.S. Ramachandran, sur les primates, Franz de Waal, et les chasseurs-cueilleurs, Jared Diamond, sur notre comportement économique, Daniel Kahneman, et sur les dynamiques de groupe, Wilfried Bion, Elliot Aronson. Nous pouvons y inclure aussi les travaux de certains philosophes, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset,
qui ont mis en lumière tant d'aspects de la nature humaine, ainsi que les visions pénétrantes de nombreux romanciers, George Eliot, Henry James, Ralph Ellison, particulièrement sensibles aux aspects invisibles de nos comportements. Sans oublier la croissance exponentielle des ressources biographiques auxquelles nous avons désormais accès, qui révèlent toujours davantage les tréfonds de la nature humaine. Le présent livre tente de rassembler cet immense entrepôt de connaissances et d'idées issues de différents domaines, voire la bibliographie pour les sources clés, de continuer un guide précis et instructif de la nature humaine fondé sur des épreuves et non sur des points de vue ou des jugements moraux particuliers. Il s'agit d'un tableau réaliste et sans concession de notre espèce qui analyse en détail qui nous sommes pour nous permettre de fonctionner avec une conscience accrue. Considérez les lois de la nature humaine comme un manuel de décodage du comportement humain, ordinaire, étrange, destructeur, etc., dans toute sa diversité. Chacun des chapitres traite d'un aspect spécifique ou d'une loi particulière de la nature humaine. Nous pouvons parler de loi dans le sens où, sous l'influence de ces forces élémentaires, les humains ont des réactions assez prévisibles. Chaque chapitre comprend l'histoire d'un ou de plusieurs individus célèbres qui illustrent la loi, négativement ou positivement, ainsi que des idées et des stratégies pour mieux fonctionner avec soi-même et avec les autres sous l'influence de cette loi. À la fin de chaque chapitre, vous trouverez des pistes pour transformer cette force humaine fondamentale en quelque chose de plus positif et de plus productif, histoire que vous ne soyez plus esclave de votre nature humaine, mais capable de la transformer activement. Vous pensez peut-être que ce savoir est un peu obsolète. Vous vous dites qu'après tout, nous sommes aujourd'hui des êtres hautement évolués et avancés sur le plan technologique, que nous fourmillons d'idées progressistes et éclairées, que nous avons largement dépassé nos racines primitives et sommes en train de réécrire notre nature. Mais c'est exactement l'inverse, en vérité. Nous n'avons jamais été autant sous l'emprise de la nature humaine et de son potentiel destructeur que maintenant. Et en ignorant ce fait, nous jouons avec le feu. Regardez comme la perméabilité de nos émotions n'a fait que s'accroître à travers les réseaux sociaux où nous subissons constamment un phénomène de contamination, la viralité, et où les leaders les plus manipulateurs sont capables de nous exploiter et de nous contrôler. Regardez l'agressivité qui s'affiche aujourd'hui ouvertement dans le monde virtuel, là où il est beaucoup plus facile de satisfaire les aspects les plus sombres de notre personnalité sans en subir les conséquences. Regardez comme notre tendance à nous comparer aux autres, à éprouver de la jalousie et à vouloir capter l'attention pour accroître notre prestige, n'a fait que s'intensifier avec la possibilité de communiquer quasi instantanément avec la Terre entière. Enfin, regardez comme notre instinct grégaire a aujourd'hui déniché le milieu parfait pour se déployer. Nous pouvons trouver un groupe avec lequel nous identifier, renforcer nos opinions communes dans une chambre d'écho virtuelle et diaboliser ceux qui ne font pas partie de notre clan, ce qui peut aller jusqu'aux menaces collectives. Le potentiel destructeur issu de l'aspect primitif de notre nature n'a fait qu'augmenter. C'est simple. La nature humaine est plus forte que n'importe quel individu, que n'importe quelle institution, que n'importe quelle invention technologique. Elle finit par façonner ce que nous créons pour s'y refléter elle-même et refléter ses racines primitives. Elle nous fait bouger comme des pions sur son échiquier. Ignorez les lois à vos risques et périls. Refuser d'accepter la nature humaine signifie simplement que vous vous condamnez à répéter des schémas que vous ne contrôlerez jamais, et à éprouver des sentiments de confusion, de désarroi et d'impuissance. Les lois de la nature humaine est un livre qui va vous plonger dans tous les aspects du comportement humain et vous dévoiler leurs causes profondes. Si vous vous laissez guider, il va transformer radicalement votre perception des autres et vos relations avec eux. Il va aussi bouleverser votre image de vous-même. Comment ? Sous 7 éclairages différents. Premièrement, les lois vont faire de vous un observateur plus calme et plus avisé du genre humain, vous aidant à vous libérer de tous les excès émotionnels qui vous épuisent inutilement. Être avec les autres réveille nos anxiétés et nos insécurités intérieures, car nous nous inquiétons de savoir comment ils nous perçoivent. Dès que nous sommes en proie à ce genre d'émotions, il devient très difficile d'observer les personnes qui nous entourent. En effet,
Nous sommes centrés uniquement sur ce que nous ressentons et évaluons ce que les autres disent et font par rapport à notre petite personne. Est-ce qu'ils m'apprécient ou pas? Les lois vont vous aider à éviter de tomber dans ce piège en vous expliquant que les autres sont généralement confrontés à des émotions et à des problématiques aux racines profondes. Ils vivent des désirs et des déceptions qui vous précèdent de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Vous croisez leur chemin à un moment particulier et devenez la cible toute trouvée de leur colère ou de leur frustration. Ils projettent sur vous certaines qualités, celles qu'ils veulent voir en vous. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas en relation avec l'individu que vous êtes réellement. Cela ne devrait pas vous perturber, mais au contraire, vous libérer. Ce livre va vous apprendre à cesser de prendre pour vous leurs commentaires lourds de sous-entendus, leurs démonstrations de froideur ou leurs moments d'agacement. Mieux vous saisirez cela, moins vous aurez de mal à réagir, non pas avec vos émotions, mais avec votre désir de comprendre l'origine probable de leur comportement. Et vous vous sentirez beaucoup plus calme. Progressivement, vous serez moins tenté de porter des jugements moralisateurs sur eux et au contraire, vous les accepterez avec leurs défauts qui font partie de la nature humaine. Les gens vous apprécieront d'autant plus s'ils sentent en vous cette attitude tolérante. Deuxièmement, les lois vont faire de vous un maître dans l'art de décrypter les indices qu'émettent continuellement vos interlocuteurs, ce qui vous rendra beaucoup plus compétent pour évaluer leur personnalité. Habituellement, lorsque nous prêtons attention au comportement des autres, nous nous empressons de classer leurs actes dans des cases et d'en tirer des conclusions hâtives. En réalité, nous nous en tenons au jugement qui colle le mieux à nos préjugés. Ou nous acceptons leur explication complaisante. Les lois vont vous débarrasser de cette habitude en vous montrant combien il est facile de voir les autres autrement qu'ils ne sont et à quel point les premières impressions peuvent être trompeuses. Vous allez prendre votre temps, vous méfier de votre jugement initial et vous entraîner à analyser ce que vous voyez. Vous allez penser en termes de contraire. Quand votre interlocuteur affiche ouvertement tel ou tel trait de caractère, par exemple une grande confiance en lui ou une hypermasculinité, c'est le plus souvent pour masquer la réalité contraire. Vous allez vous rendre compte que les autres jouent sans cesse un rôle, faisant semblant d'être ouverts aux idées neuves ou profondément bienveillants, alors que c'est pour mieux dissimuler leur part d'ombre. Vous allez voir les signes de cette face cachée transpirer au quotidien. Si quelqu'un de votre entourage agit d'une manière qui ne lui ressemble pas, dites-vous que ce qui vous semble contraire à ce qu'il est traduit en réalité davantage sa vraie nature. Si une personne est fondamentalement paresseuse ou totalement déraisonnable, elle laisse des indices révélateurs de son caractère dans d'infimes détails que vous pouvez relever bien avant que son comportement ne vous nuise. La faculté d'estimer la vraie valeur de quelqu'un, son degré de loyauté et de sérieux, est une compétence fondamentale à posséder pour vous éviter les mauvais candidats à l'embauche, les partenariats dangereux et les relations susceptibles de vous pourrir la vie. Troisièmement, les lois vont vous donner les moyens d'affronter et d'être plus malins que les individus toxiques qui croisent inévitablement votre route et tendent à provoquer des dégâts émotionnels à long terme. En général, les individus agressifs, envieux et manipulateurs n'annoncent pas la couleur. Ils ont appris à paraître charmants au cours des premières rencontres, à employer les flatteries et d'autres moyens de nous toucher. Lorsqu'ils nous surprennent avec leur comportement infect, nous nous sentons trahis, en colère et impuissants. Ils exercent sur nous une pression constante, bien conscients d'envahir notre esprit par leur présence et du coup, il nous est encore plus difficile d'avoir les idées claires et d'élaborer des stratégies. Les lois vont vous apprendre à identifier ces individus avant qu'ils n'aient prise sur vous, votre meilleure défense contre eux. Soit vous allez les éviter, soit vous allez anticiper leurs petits jeux. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu et serez plus à même de conserver votre équilibre émotionnel. Vous allez apprendre à les remettre mentalement à leur place et à vous focaliser sur les faiblesses et les insécurités flagrantes qui se cachent derrière toute leur fanfaronnade. Vous ne vous laisserez pas prendre par tout ce qu'ils racontent, ce qui va neutraliser les manœuvres d'intimidation dont ils dépendent. Vous allez vous moquer de leurs faux prétextes et élaborer des explications à leur comportement égoïste. Votre capacité à garder votre sang-froid va les rendre furieux, et souvent les pousser à forcer le trait ou à commettre une erreur.
plutôt que d'être déprimé par ces rencontres, vous pourriez même finir par les apprécier, y voyant l'occasion rêvée de parfaire votre maîtrise de vous-même et de vous endurcir. Savoir que vous pouvez être plus malin que même un seul de ces individus va vous donner une bonne dose de confiance et vous montrer que vous êtes capable de gérer le pire de la nature humaine. Quatrièmement, les lois vont vous enseigner les bons leviers pour motiver et influencer les autres, ce qui vous aidera à cheminer plus facilement dans la vie. En temps normal, lorsque nous rencontrons une résistance à nos idées ou nos projets, nous essayons de faire changer d'avis nos interlocuteurs en argumentant, en sortant nos grands discours ou en cherchant à les amadouer, ce qui ne fait que renforcer leur comportement défensif. Les lois vont vous apprendre que les gens sont naturellement têtus et difficiles à influencer. Vous devez donc commencer par leur faire baisser la garde et éviter de nourrir sans le vouloir leurs tendances défensives. Vous allez vous entraîner à repérer leurs insécurités intérieures et à ne jamais les réveiller par mégarde. Vous allez penser à leur intérêt personnel à eux et à leur besoin de vous voir valider la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. En comprenant la perméabilité des émotions, vous allez découvrir que le moyen d'influence le plus efficace consiste à changer vos états émotionnels et vos attitudes. Les gens réagissent beaucoup plus à votre énergie et à votre comportement qu'à vos mots. Vous allez donc vous débarrasser de votre attitude défensive. Détendu et sincèrement intéressé par ce que vous dit votre interlocuteur, vous allez produire sur lui un effet positif et hypnotique. Vous allez apprendre que le meilleur moyen d'inciter les autres à vous suivre est de donner le ton, et un ton juste, par votre attitude, votre empathie et votre éthique professionnelle. Cinquièmement, les lois vont vous permettre de réaliser à quel point les forces de la nature humaine agissent en vous, vous donnant le pouvoir de transformer vos propres tendances négatives. Lorsque nous entendons parler des aspects les moins glorieux de la nature humaine, notre réflexe est de nous exclure de ce tableau. C'est toujours l'autre qui est narcissique, irrationnel, envieux, prétentieux, agressif ou passif-agressif. Nous nous voyons presque toujours avec les meilleures intentions du monde. Si nous nous égarons, c'est la faute des circonstances ou des personnes qui nous obligent à réagir négativement. Les lois vont faire cesser définitivement tout ce processus d'auto-illusion. Nous sommes tous faits du même bois et partageons tous les mêmes tendances. Plus vite vous en prendrez conscience, mieux vous serez armé pour surmonter les traits de caractère négatifs qui sont les vôtres. Vous allez examiner vos propres motivations, découvrir votre propre part d'ombre et devenir conscient de vos propres tendances passives-agressives. Et cela va vous permettre de les repérer beaucoup plus facilement chez les autres. Vous allez aussi devenir plus humble en prenant conscience du fait que vous n'êtes pas supérieur aux autres comme vous l'aviez imaginé. Cette lucidité sur vous-même n'éveillera pas en vous un sentiment d'abattement ou de culpabilité pour autant, bien au contraire. Vous allez vous accepter comme un individu complet, accueillir le bon et le moins bon en vous et laisser tomber la fausse image que vous aviez de vous-même. Non, vous n'êtes pas un saint et vous ne l'avez jamais été. Vous allez vous sentir soulagé, car débarrassé de vos hypocrisies et libre d'être davantage vous-même. Et les autres seront attirés par cette nouvelle qualité en vous. Sixièmement, les lois vont faire de vous quelqu'un de plus empathique, capable de créer des liens plus profonds et plus satisfaisants avec son entourage. Nous, êtres humains, sommes nés avec un potentiel fabuleux pour comprendre nos semblables à un niveau qui n'est pas purement intellectuel. C'est une force développée par nos ancêtres les plus lointains qui ont appris à deviner les humeurs et les sentiments de leurs congénères en se mettant à leur place. Les lois vont vous montrer comment réveiller au maximum cette force qui sommeille en vous. Vous allez apprendre à faire cesser votre monologue intérieur continuel et à écouter plus attentivement. Vous allez vous exercer à voir les choses comme les autres les voient, à adopter au maximum leur point de vue. Vous allez utiliser votre imagination et vos expériences pour vous aider à éprouver ce qu'ils peuvent éprouver. Si quelqu'un vous décrit un moment pénible, vous allez vous appuyer sur les moments pénibles que vous avez vécus.
Vous n'allez pas simplement faire preuve d'intuition, mais analyser les informations recueillies avec cette même empathie, ce qui va vous rendre plus perspicace. Vous allez opérer des allers-retours continuels entre l'empathie et l'analyse pour actualiser vos observations et améliorer votre faculté de voir le monde à travers les yeux de votre interlocuteur. Vous allez ressentir une sensation physique de connexion entre vous et l'autre émerger de cette pratique. Dans ce processus, il vous faudra faire preuve d'une certaine humilité. Vous ne pouvez jamais savoir exactement ce que les autres pensent et risquez de faire facilement des erreurs. Par conséquent, ne vous hâtez pas de juger, mais restez ouvert à l'idée de continuer d'apprendre. Les gens sont plus complexes que vous ne l'imaginez. Votre objectif est simplement de mieux comprendre leur point de vue. C'est un entraînement et comme tous les muscles, votre muscle de l'empathie se renforcera à mesure que vous le solliciterez. Cultiver l'empathie offre de multiples avantages. Nous sommes tous égocentriques, enfermés dans notre monde à nous. C'est une expérience thérapeutique et libératrice que de sortir de nous-mêmes pour entrer dans le monde de quelqu'un d'autre. C'est ce qui nous attire vers le cinéma et plus globalement vers toute forme de fiction. Pénétrer dans le psychisme et la vision de personnes totalement différentes de nous. Cette pratique va changer tout votre mode de pensée. En fait, vous allez vous exercer à vous débarrasser de vos préjugés, à vivre l'instant présent et à adapter continuellement vos idées à propos des autres. Vous allez constater que cette nouvelle fluidité influence votre façon générale d'aborder les problèmes. Vous allez vous surprendre à envisager d'autres possibilités, à adopter d'autres points de vue. C'est l'essence même de la pensée créative. Enfin, les lois vont transformer votre regard sur votre propre potentiel, vous faisant prendre conscience d'un moi supérieur, d'un moi idéal à l'intérieur de vous, auquel vous allez vouloir donner la parole. Nous pouvons dire que nous, les êtres humains, avons deux moi opposés à l'intérieur de nous, un moi inférieur et un moi supérieur. Le moi inférieur tend à prendre le dessus. Ces impulsions nous ramènent à des réactions émotionnelles et à des postures défensives, nous donnent le sentiment d'être supérieurs aux autres et meilleurs qu'eux. Le moi inférieur nous pousse à chercher des distractions et des plaisirs immédiats, à prendre toujours le chemin de la moindre résistance. Il nous incite à penser comme les autres et donc à nous perdre dans le groupe. Nous sentons les impulsions du moi supérieur lorsque nous sortons de nous-mêmes et souhaitons nous relier plus profondément aux autres, nous absorber dans notre travail, réfléchir plutôt que réagir, suivre notre propre chemin de vie et découvrir ce qui nous rend uniques. Le moi inférieur est la part plus animale et réactive de notre nature, dans laquelle nous retombons facilement. Le moi supérieur est sa part plus humaine, celle qui nous rend réfléchis, attentionnés, conscients de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et parce que le moi supérieur est plus faible, nous relier à lui nous demande des efforts et une lucidité par rapport à nous-mêmes. Nous aspirons tous à mettre en valeur ce moi idéal à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'en développant cet aspect de nous-mêmes que nous nous sentirons pleinement épanouis et accomplis. Ce livre va vous aider à satisfaire vos aspirations en vous faisant prendre conscience des éléments potentiellement positifs et productifs contenus dans chacune des lois. Connaissant votre tendance à l'irrationalité, vous apprendrez à devenir conscient de la manière dont vos émotions colorent votre pensée. Chapitre 1. Ce qui vous permettra de vous y soustraire pour devenir vraiment rationnel. Connaissant l'influence de votre attitude sur ce qui vous arrive et la propension de votre cerveau à se fermer par peur, chapitre 8, vous apprendrez à vous forger une attitude ouverte et confiante. Sachant que vous êtes enclin à vous comparer aux autres, chapitre 10, vous utiliserez cette tendance comme un aiguillon pour exceller dans la société grâce à la qualité de votre travail, pour admirer ceux qui accomplissent de grandes choses et pour vous inspirer de leur exemple. Vous exercerez cette magie sur chacun de vos traits de caractère primitifs et mettrez à profit votre connaissance élargie de la nature humaine pour résister à l'attraction de votre nature inférieure. Grâce à cet ouvrage, vous allez faire l'apprentissage de la nature humaine.
vous allez développer certaines compétences, qu'il s'agisse d'observer et d'apprécier le caractère de vos semblables ou de voir clair dans vos propres profondeurs. Vous allez travailler à exprimer votre moi supérieur et avec la pratique, devenir un maître en la matière, capable de déjouer les pires plans d'autrui et de vous transformer en un être humain plus rationnel, plus conscient de lui-même et plus productif. L'homme ne deviendra meilleur que lorsque vous lui montrerez ce qu'il est. Anton Tchekhov.